Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film, un studio de production de contenu et une plateforme de vidéos à la demande, Sellers, que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Pendant toute la durée du Vendée Globe, Pause Report devient Pause Report Live, enregistré en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly, à Lorient, entièrement consacré au débrief du Tour du Monde en solitaire. Un événement rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Arken, d'abord, spécialiste mondial de l'accastillage, dont le matériel équipe une grande partie des concurrents du Vendée Globe, que ce soit les winches, les colonnes, les rails, les poulies ou les systèmes hydrauliques. Le défi Azimut, ensuite, le rendez-vous du mois de septembre pour les IMOCA qui mélange run de vitesse et course au large à Lorient, devenu chaque année la dernière répétition avant la grande course de l'automne et un passage obligé pour toute la flotte IMOCA. Merci à eux. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Pause Report Live enregistré ce lundi 6 janvier depuis l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient et en public avec le soutien de nos partenaires Arken et le défi Azimut qui s'associent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Vous l'aurez remarqué, ce n'est exceptionnellement pas Pierre-Yves Lautroux qui est aux commandes ce lundi comme c'est indiqué derrière moi. Je suis Axel Capron et je remplace Pierre-Yves qui a perdu la voix à cause d'un virus hivernal qui court en ce début d'année. Comme chaque semaine depuis le début du Vendée Globe, c'est ici que l'on explique, décortique, décrypte et analyse ce qu'il se passe sur la course en compagnie de nos consultantes et de nos consultants avec nous ce soir et je vous demande de les applaudir. On va commencer par Charlotte Yves, skipper massif 2023. Cinquième de la solitaire de Figaro-Paprec en septembre dernier, ce qui est le meilleur résultat d'une navigatrice sur la solitaire. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à tous. À mes côtés, Romain Ménard qui dirige Team Spirit Racing. C'est la structure créée par Paprec et Arkea pour héberger le projet IMOCA de Johan Richaume. Bonsoir Romain. Bonsoir et bonne année. Et tout à gauche, à droite pour vous, Sébastien Coll, team manager de l'équipe Holcim PRB de Nicolas Lundven, qui occupe ce lundi soir la 10e place. Salut Seb. Bonsoir à tous. Et comme d'habitude, nous aurons le coup de fil du large, en l'occurrence aujourd'hui, celui de Benjamin Dutreux, qui occupe lui la 11e place sur Guyot Environnement Water Family. Messieurs, madame, on va commencer par évoquer le duel acharné en tête de la course entre l'actuel leader Charlie Dalin et son dauphin Johan Richaume. Ils étaient séparés de 80 000 au classement de 15 heures. On va voir le classement de 19 heures en cours d'émission. On va voir si l'écart a évolué. Charlotte, tu fais partie de la même équipe que Charlie Dalin, puisque tu viens de terminer ta 2e année sous les couleurs de la Massif. Raconte-nous comment tu suis ce Vendée Globe. Eh ben, au plus près, c'est sûr que c'est palpitant comme course de les voir se bagarrer aux avant-postes comme ça, comme à l'époque du Figaro et comme sur les courses aussi d'avant le Vendée Globe. Ils nous ont montré qu'ils ont tous les deux envie de gagner, je crois, et qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Donc, c'est sûr que c'est assez inspirant. Et il y a un club des supporters chez Merconcept qui héberge le projet de Charlie. Est-ce que tu sais comment ça, j'imagine que c'est l'effervescence là, à maintenant une grosse semaine de l'arrivée. Ouais, je pense que doit y avoir de l'animation. J'ai pas eu l'occasion d'y passer, mais je pense que ça doit être assez animé. Tout le monde doit être derrière son écran à surveiller ce qui se passe, à essayer d'avoir les petites infos, de savoir comment ça va se terminer. Donc ça doit être sympa à vivre. Tu es skipper massif comme l'a été Charlie, comme l'a été Johan, qui ont tous les deux... du moins, Johan a gagné 2 fois la solitaire du Figaro, une fois sous les couleurs de la Massif. Charlie a fait plusieurs podiums à l'époque qu'il était skipper massif. Est-ce que tu as envie de suivre leur voie ? Bah ouais, carrément, c'est sûr que ça donne envie de reproduire. C'est à la fois, ça met une petite pression de se dire, ils ont mis quand même la barre super haute. Et puis, d'un autre côté, ça rassure aussi quelque part en se disant que on est super bien accompagné. La Massif, c'est quand même un super sponsor qui met vraiment les moyens et qui est vraiment présent autour de nous pour
pour nous pousser à faire le meilleur possible. Donc ouais, c'est sûr que ça donne envie de suivre leurs traces à tous les deux. Romain, on imagine que aussi du côté de Lorient, où est installée la structure Team Spirit Racing, c'est l'effervescence en ce moment pour poursuivre Johan Richomme et ce duel entre Johan et Charlie. Oui, pour être très franc, les 2 dernières semaines, ça a quand même été assez familial et assez fête de fin d'année, selon l'expression consacrée. Malgré tout, évidemment, on est à fond et on suit la course. Avec les moyens d'aujourd'hui, on peut le faire où qu'on soit. Écoute, on est tous à fond, on a nos petites routines, le petit message du matin, le rendez-vous du mardi où on se retrouve au bureau, parce que l'équipe est en récup, en veille, en travail pour ceux qui sont en com. Et le mérite du mardi, c'est de casser le rythme du télétravail, de garder cet esprit d'équipe. Et puis d'échanger. Donc il y a des spéculations sur le TA, sur plein de choses. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant à suivre cette régate. Comment vous êtes justement organisé pour suivre Johan ? Il y a une cellule, j'imagine, 24 heures sur 24 ? Oui, écoute, le Vendée Globe est sans assistance, mais par contre, sur le côté technique, il y a évidemment une assistance. Et puis en plus, on a le suivi du bateau, même si en cas de grand malheur, c'est plutôt la direction de course qui va prendre la main. Malgré tout, c'est nous qui connaissons le bateau au mieux. Donc, dans l'équipe, il y a plusieurs personnes qui sont de veille 24 heures sur 24. Et nous, la particularité, Paprec et RKA ont voulu qu'on internalise la com. Donc, la communication est dans le projet, ce qui fait qu'on a aussi 3 personnes qui sont mobilisées sur le sujet, avec une attachée de presse qui se joint à l'équipe à cette occasion. Bon, et quel est le moral à bord de Paprec RKA aujourd'hui ? Selon l'expression consacrée, tout va bien. Non, écoute, le moral va bien. C'était un moment un peu particulier aujourd'hui, parce que le poteau noir est peu actif, le poteau noir est pas trop à l'ouest, mais malgré tout, ça reste un petit passage à niveau, parce qu'il y a des nuages, on l'a vu sur les relevés, on y reviendra tout à l'heure. Et les bateaux ont été ralentis, donc on a hâte de savoir si on est plutôt autour de 5 heures, autour de 8 heures, autour de 10 heures. On saura ça ce soir ou demain matin. Sébastien, toi, tu as été aussi intégré à l'équipe, tu sors de l'équipe Merconcept, tu as travaillé avec eux plusieurs années, donc tu as travaillé aussi aux côtés de Charlie Dalin. Comment tu suis un peu ce duel entre Charlie et Johan ? C'était un peu un duel annoncé. C'est vrai qu'ils se lâchent pas depuis plusieurs années. Ça me rappelle les années Figaro où ils avaient fini premier et deuxième de la solitaire. Je crois que c'était en 2017 ou 2015, je sais plus. 2016, je crois. 2016, ouais, pas loin. Non, c'est fabuleux. Je pense que ça amène à des performances incroyables. Là, ils sont vraiment en train de nous montrer ce que c'est le très très haut niveau en IMOCA sur le Vendée Globe aujourd'hui. Ça va devenir la référence, et peut-être pour plusieurs éditions d'ailleurs. Donc on a la chance de vivre ça, de voir ça presque en direct. C'est assez rare d'avoir... ça me rappelle un peu le duel François Gabard-Armel Lecléache. Vous avez poussé la machine très très fort, mais là c'est encore un cran au-dessus. Les bateaux sont beaucoup plus performants maintenant. Et c'est plutôt sympa à vivre. Et j'imagine, c'est Merconcept. Alors j'ai le regret d'avoir quitté Merconcept cette année. J'aurais peut-être pas dû. Mais non, je vis très bien l'aventure avec Holcim aujourd'hui. Mais j'imagine que chez Merconcept, c'est un peu une consécration. Ça fait un moment que Charlie, il recherche à être dans le coup. Il a une grosse revanche à prendre sur le Vendée Globe. J'espère que ça va sourire pour lui, même si je souhaite le meilleur pour Arkea Paprec. On le répète suffisamment depuis le coup d'envoi de ce Vendée Globe le 10 novembre. On est tous impressionnés par le rythme qu'ils arrivent à mener. Est-ce que toi-même, vu ton rôle de team manager, tu es aussi étonné ? Étonné, je sais pas. Moi, j'ai eu la chance de coacher en fait Charlie et Johan en Figaro à l'initiative de Charlie, et j'avais remarqué déjà leur capacité à mettre beaucoup d'intensité dans leur séquence de navigation à l'entraînement. Alors, ils ont 2 caractères et 2 profils très différents, mais avec chacun autant d'intensité l'un que l'autre. Non, je suis pas étonné. Par contre, le temps de parcours avec la météo qui a joué est très étonnant. Je n'avais pas du tout parié là-dessus. Je pense que personne ne l'avait fait. Ils vont battre le record de presque 10 jours, je crois.
Enfin, si tout va bien. Romain va nous le dire. Bah écoute, je suis pas la science infuse de l'ETA, mais oui, c'est de ça dont on parle, c'est à peu près 65 jours. Donc, Ce qui est assez étonnant, c'est leur capacité, je trouve, à mettre l'accélérateur dans le coin, à pousser à fond dans certaines séquences. Charlie, devant la dépression dans l'océan Indien, sur nos polaires, il a navigué à 105% pendant 5-6 jours, dans un état de mer qui était en avant la dépression, donc c'était pas la cata, mais c'était pas non plus une transat nord-atlantique, j'imagine. Et puis la deuxième séquence qui était très impressionnante, c'était celle de Johan quand il a décidé donc d'échapper à cette dépression au même moment. Mais ensuite, il a eu une capacité à revenir sur Charlie. On saura si, à l'arrivée, si Charlie a eu des problèmes ou pas sur cette séquence-là. À ma connaissance, ce n'était pas des problèmes trop rédhibitoires, mais en tout cas, encore une fois, ils sont capables de naviguer à plus de 100% de nos polaires. Donc, on n'a pas le même bateau, c'est sûr. Mais quand même, c'est assez impressionnant de tenir ces séquences-là sur 5-6 jours d'affilée. Je pense que Johan devait être bien fatigué à ce moment-là, mais bravo en tout cas. Romain, tu peux nous dire dans quel état Johan était quand il a justement appuyé sur l'accélérateur pour recoller à Charlie et Sébastien Simon qui avaient pris la poudre d'escampette dans l'océan Indien? Écoute, c'est pas facile d'estimer l'état de fatigue d'un skipper, surtout qu'on ne le dérange pas dans ces moments-là. Je crois que la particularité de Johan, c'est qu'il a une capacité à attaquer très fort et à mettre une configuration de voile un peu plus ambitieuse ou un peu plus risquée, selon comment on voit la chose, que d'autres. Dans ce cas-là, probablement, il a mis un peu plus fort et un peu plus de toile pour avancer. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de truc un peu insidieux, c'est que les niveaux de fatigue augmentent, le niveau de batterie minimum, il baisse, et on voit bien, là, depuis 2-3 semaines, on sent bien que dès qu'il y a un petit peu plus d'engagement, tout de suite, il tombe dans le rouge, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc sur cette séquence-là, je ne crois pas qu'il se soit mis dans le rouge total. S'il l'a fait, il l'a fait en bon marin, parce qu'en fait, c'est sympa de voir que c'est une option aussi de sécurité d'abord, et puis après, c'est une option d'attaque, mais qui fait partie du sport mécanique et qui a été avec les éléments et pas contre les éléments. Donc ça, c'est assez remarquable que Johan ait eu ce courage de prendre une décision qui lui faisait perdre de la route. Et puis après, c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué chez Johan dans sa manière de naviguer. Je pense à la route du Rhum en classe 40 en 2022. Le retour à la base, on sent qu'il est à l'aise quand il y a de la mer, quand il faut attaquer, et puis le bateau va bien aussi. On va regarder la cartographie, on la mettra à jour tout à l'heure à 19h. Aujourd'hui, ils avaient au classement de 15h, il y avait 80. Alors je vais remettre sur mon écran. Tac, voilà. Il y avait 79 000 d'écart entre Charlie et Johan. Il y avait 130 000 hier au moment où Charlie a passé le premier l'équateur. Charlotte, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé depuis hier pour que cet écart se comble d'environ 50 000 en faveur de Johan? On sait que Charlie est rentré dans le poteau noir, même s'il est peu actif, il y a eu quand même un petit effet poteau noir. Ouais, je pense que c'est ça. Alors moi, j'ai encore jamais vécu le poteau noir, donc c'est pas quelque chose que je connais vraiment bien. Mais en regardant un petit peu et puis en me renseignant, j'imagine que c'est l'entrée dans le poteau noir qui a freiné Charlie en premier, à devoir gérer des zones avec moins de vent, des nuages. On a Benjamin qui nous appelle, on va te couper, on reviendra sur Charlie. Allô Benjamin, est-ce que tu nous entends? Ouais, salut Axel, je t'entends bien, nickel. Salut Benjamin, merci beaucoup de nous appeler. On est ici en direct de la Cité de la Voile Éric Tabarly. Il y a du monde pour t'écouter, je vais leur demander déjà de t'applaudir. Eh bien, Benjamin, raconte-nous un petit peu ce que tu vis en ce moment. Tu es donc 11e au classement. Tu as fait un beau retour sur tes devancières, tes anciennes devancières, Sam Davis et Clarisse Kremer. Et j'ai l'impression qu'hier, tu étais particulièrement secoué. J'ai vu une vidéo où tu racontais un peu que c'était un peu l'enfer. Est-ce que tu es un peu sorti de l'enfer? Ouais, salut, bonsoir à tous. Écoute, l'enfer, c'est quand même un grand mot, hein. C'est pas non plus l'enfer, mais c'est vrai que c'était des conditions assez délicates parce qu'on avait du mal à accélérer et nous, on veut aller toujours plus vite, donc forcément, c'était délicat d'avancer, d'aller vite. On a tout tapé dans les vagues, il y avait des vagues qui déferlaient sur le côté.
Mais écoute, ouais, les conditions sont bien améliorées. Depuis, je suis passé au nord de la dépression. Et là, maintenant, je peux accélérer un peu et je fais attention aux grains, surtout qui sont assez virulents, quoi. Tu as franchi le Cap Horn le 1er janvier. C'est une belle manière de fêter la nouvelle année. Raconte-nous un peu ton passage. Tu l'avais déjà franchi sur le Vendée Globe précédent. C'était très différent cette fois-ci? Écoute, ouais, c'était très différent. La dernière fois que je suis passé sur le précédent Vendée Globe, je l'ai toujours pas vu. Mais sur le précédent Vendée Globe, c'est vrai qu'il y avait une cinquantaine d'années et c'était bien sport. Et là, on l'a passé un peu au ralenti. Et malheureusement, avec Clarisse, on n'a pas pu passer à Radio Cap Horn, mais on est passé un peu plus loin. On a eu un magnifique spectacle de la nature et puis on a pu fêter ça en se tirant la bourre un peu avec Clarisse. Donc c'était un moment bien sympathique que vous n'oublierez sûrement jamais, quoi. Raconte-nous un peu justement ta remontée dans le Pacifique sur Clarisse et Sam Davis qui étaient devant toi au moment où tu es entré dans le Pacifique sous la Nouvelle-Zélande. Comment ça s'est passé pour que tu fasses cette petite remontada? Déjà, elles ont bouffé le frein du groupe de devant. Donc moi, ça m'a donné une petite target devant moi pour pouvoir accélérer. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, on met les chevaux et on essaye de récupérer les filles. C'était ce moment-là ou jamais. Et après, c'est vrai qu'on a une belle dépression à négocier. Et je pense que j'ai pris un peu plus de risques pour pouvoir justement rattraper notamment Sam et me rapprocher de Clarisse. Et puis voilà. Puis depuis, c'est un petit jeu qui joue, voilà, à jouer des petits coups à droite à gauche. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être plutôt en bonne forme et mon bateau aussi. Donc voilà, je m'étais dit, à partir du moment où le bateau est en bonne forme, et toi aussi, maintenant, on sait la remontée de l'Atlantique, donc on attaque, quoi. Et pour l'instant, je suis assez content parce que c'est vrai que ça se présente bien. Même si j'avoue que j'essaie de pas trop regarder non plus ce qui se fait autour et de faire ma course comme je l'entends, quoi. Benjamin, comme chaque lundi, on a trois invités autour de moi, Charlotte Yvain, Sébastien Cole et Romain Ménard, qui ont envie de te poser des questions. On va commencer par une question de Charlotte, Skipper Massif 2023. Salut Salut, Marge. Chacha. Déjà, Bravo. déjà bonne année, hein. J'espère que tu as bien profité de ton passage de la nouvelle année. Ouais, carrément, c'était bien cool. Tu vois, une beau, bonne condition, c'était cool. Trop bien. Moi, j'avais une petite question à te poser. C'est comment tu vis ton deuxième Vendée Globe par rapport au premier? Est-ce que tu trouves qu'il est plus facile parce que tu en as déjà vécu un ou plus difficile parce que tu as un bateau qui est un peu plus difficile ou les conditions météo voilà. Ouais, du coup, Sacha, l'idée, là, les conditions sont quand même totalement différentes et surtout le bateau est très différent. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus profité de la mer et de la nature et de l'extérieur sur mon précédent Vendée Globe, avant de mon précédent bateau, qui était un peu plus lent. Là, c'est vrai que ça ressemble plus à du pilotage, on est un peu plus enfermé dans les bateaux et on tire beaucoup sur les bateaux, donc c'est vrai qu'on a du mal à profiter un peu plus de l'extérieur. Par contre, c'est sûr que ça va quand même beaucoup plus vite et les matchs avec les autres bateaux sont quand même bien intéressants. Donc c'est vrai que je ne vis pas du tout la même chose, quoi. Et en termes de difficulté, là, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, c'est quand même assez difficile d'être enfermé et de ne pas pouvoir profiter de l'extérieur, quoi. Ça, c'est ce qui me chagrine le plus, on va dire. Mais sinon, c'est quand même incroyable de pouvoir vivre ces moyennes-là, etc. et d'avancer à ces vitesses-là sur l'eau, quoi. Une petite question maintenant de Sébastien Cole. Ouais, bonjour Benjamin. Salut Sam. Salut. Moi, j'ai trouvé que tu avais fait une super trajectoire là, depuis un moment, et particulièrement depuis le passage du Cap Horn. On sait toujours que les jours qui suivent le passage du Cap Horn sont assez délicats, peut-être mentalement ou physiquement. Et toi, tu as l'air d'avoir bien passé le col, on va dire. Et je voulais savoir si tu avais un petit secret ou un petit conseil à nous donner là-dessus. Écoute, non, j'ai pas de secret, pas de conseil. Ce que je sais, c'est que j'avais un peu mentalement et physiquement, j'avais un peu de réserve et le bateau était quand même en bon état. Et j'avoue que, tu vois, sur cette phase-là, je pense que le secret, c'est quand même de faire du Figaro, quoi. Et je pense que dans cette phase-là, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis mis vraiment dans le rouge, tu vois. J'étais bien cramé là, à la sortie de la dette, finalement, parce que j'ai fait toutes les manœuvres de voile qu'il fallait faire, je les faisais.
Alors que c'est vrai que sur un bandé, on fait pas forcément toutes les manœuvres parce que c'est vrai que c'est physique et que c'est pas toujours évident en solo. Mais voilà, là, j'ai enchaîné toutes les manœuvres de voile qu'il fallait faire, fait tous les empannages, tous les virements. Et je pense que c'est parce que j'avais le jus pour le faire à ce moment-là, quoi. Donc, j'en ai profité pour tirer un peu sur la corde. Ma question, peut-être un peu plus précise, c'est est-ce que tu avais anticipé ça avec ton expérience précédente du passage du Cap Horn et des jours qui suivaient, ou est-ce que c'était planifié en fait de ta part? Ouais, en fait, ça s'est pas planifié par rapport à mon précédent Vendée Globe, ça s'est planifié par rapport, je voyais bien cette zone. On vient de te récupérer, donc tu parlais de planification. Ouais, je disais que j'avais vu cette dorsale se mettre en place déjà quelques jours auparavant. Et je voulais pas vivre la frustration de rester bloqué là et de me faire reprendre une fois de plus par les bateaux de derrière. Donc voilà, en gros, c'est mon anticipation, c'était surtout de me dire, bah là, faut vraiment pas louper le train, quoi. Ouais, bah, bravo en tout cas, parce que la trajectoire est très belle à un moment de la course qui est pas évident, quoi. Benjamin, une petite dernière question excuse-moi de te couper, pour Romain Ménard, qui est team manager de Johan Richomme, pas Arkea. Ouais, salut Benjamin. Écoute, moi j'avais une question. Tu as beaucoup navigué sur ton bateau et notamment pas mal en équipage. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver le solitaire? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu as envie de revivre ces grands voyages en solitaire? Ou est-ce que tu te dis que l'équipage c'est pas mal? Tu parlais notamment de la dureté de ton bateau, donc ça va peut-être résonner. Ouais, salut Romain. Bah, en effet, c'est clair que pour le coup, ça n'a rien à voir. Franchement, j'ai été content de récupérer mon bateau en solitaire quand même. Peut-être aussi parce qu'il n'était pas complètement adapté pour l'équipage. Mais en tout cas, non, je suis content d'avoir fait ce long voyage avec mon bateau. C'est long, ça fait un moment complet. On va terminer avant de te libérer par deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines heures? Et la deuxième, c'est maintenant que tu as dépassé la 12e et la 11e, est-ce que tu regardes devant toi le 10e qui n'est autre que Nicolas Lundven? Écoute, bah, pour répondre à la deuxième question, j'aime pas trop me regarder derrière, donc j'essaie de regarder devant, même si je sais qu'ils sont très loin et qu'il y a du costaud. Écoute, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête à regarder devant ou derrière. J'essaie de continuer à faire ma route, faire ma trajectoire. Tu vois, même quand j'analysais la stratégie et les jours à venir, qui quand même s'annonce assez complexe, il y avait quand même trois grandes options qui se dessinaient entre partir vers le Brésil, partir plein nord et partir au nord-est pour aller jouer la courbure de l'anticyclone. J'ai mis du temps et j'ai hésité longtemps dans ma décision et à un moment j'ai commencé à prendre en compte les autres bateaux et là je me suis dit ah non, on arrête tout, on reprend les bases et on s'occupe pas du tout des autres bateaux et donc voilà, en gros dans les jours qui viennent la stratégie qui s'annonce, voilà, c'est que moi je vais plutôt essayer d'aller jouer la courbure de l'anticyclone, quoi, et prendre moins de risques à aller à terre et à aller dans les zones un peu plus incertaines, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. Visiblement, ces stratégies te réussissent bien en ce moment. On te fait un grand merci depuis la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient et le public va t'applaudir. Merci beaucoup, Benjamin. Ouais, merci beaucoup à vous. À bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. À bientôt, Benjamin. Merci. Eh ben oui, il a l'air en forme, comme tu le disais, Romain. Je pense qu'en grappillant des places, on est toujours plus en forme qu'en en perdant. On va revenir sur notre poteau noir. Charlotte était en train de parler du petit poteau noir de Charlie qui expliquait qu'il avait perdu quelques milles d'avance sur Johan. Mais visiblement, ça va repartir. L'élastique va se retendre, comme on dit. Bah, c'est plutôt la tendance, oui, je pense, parce qu'il était le premier à y rentrer, mais il va être aussi le premier à en sortir. Donc, à reprendre du vent un peu plus fort des alisés qui vont d'est en ouest là, et qui vont lui permettre de reprendre des nœuds de vitesse, donc peut-être que ça va se reprendre un peu d'écart, mais peut-être que Johan a mieux géré son poteau noir et que finalement il est encore pas si loin derrière, donc on va voir ça bientôt, là, c'est bientôt l'heure. On va voir ça dans 3 minutes. Romain, comment se passe le poteau noir de Johan? Bah écoute, dans ces situations-là, moi j'aime bien parler en heures et pas en milles, c'est-à-dire le nombre d'heures qui sépare le point de passage du premier versus le deuxième. Donc hier on avait 7h50 de retard à l'équateur.
Ce matin, finalement, quand tu regardes, c'était assez similaire et c'est un écart qui se maintient parce qu'à un moment il était à 80, à un moment il était à 150, je crois, ce week-end. Et à chaque fois, c'est variable de la vitesse et on est autour de ces 7-8 heures. Donc finalement, l'écart il est assez stable. C'est sûr que là, j'ai hâte de voir le classement de 19 heures et celui de 23 heures pour voir si Johan a chopé les alizés et si c'est un peu stable pour lui aussi. De ce que je vois sur mon téléphone, je suis pas tout à fait sûr, mais bon. Bon, écoute, sinon le poteau noir, il s'est quand même plutôt pas mal passé. Il est plutôt assez favorable. C'est pas un gros casse-tête. Quand on voit qu'ils ont passé 4 jours là, au large du Cabo Frio, à essayer de trouver du vent, puis après du vent dans le bon sens, c'était quand même nettement plus compliqué que le poteau noir qu'ils sont en train de vivre. Hein. Sébastien, toi, tu l'as déjà franchi, le poteau noir, sur la Transat Jacques Vabre notamment. Dans la remontée, traditionnellement, il est quand même moins compliqué que dans la descente. En tout cas, à cette époque de l'année. Oui, probablement, l'époque de l'année joue. Et puis, on ne vient pas du même endroit, effectivement. Donc, oui, c'est vrai que... Ouais. Il peut être difficile aussi sur la remontée. Hein. Donc... Non, oui, ça n'aura pas été un passage à niveau sur ce Vendée Globe, le poteau noir au retour. Finalement, Capo Frio, comme tu disais, est plus compliqué. Maintenant, il y aura peut-être une autre opportunité quand ils vont passer des alizés, du régime d'alizé au régime dépressionnaire dans l'Atlantique Nord. Et ce sera peut-être la dernière opportunité pour Johan. Ouais, il y aura peut-être une opportunité sur la fin parce qu'il finirait au près, je crois. Voilà, il y a peut-être encore 2 chances. 7-8 heures, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup en même temps à ce moment-là de la course. Donc, Oui, puis après, le fait qu'il soit pas très ouest, ça permettait aussi un positionnement un peu stratégique par rapport aux Açores qui permet aussi de fermer un peu la porte ouest. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a encore deux opportunités, je dirais, pour Johan. Justement, on va parler des opportunités. J'imagine, Romain, que tu as les yeux fixés sur la suite et la fin du programme pour Charlie et Johan. Qu'est-ce qui les attend en fait ? Qu'est-ce qui leur attend jusqu'à la fin, l'arrivée au sable ? Écoute, a priori, il y a un bord avec du vent portant, on va dire autour de 20 nœuds entre les Canaries et les Açores, pour simplifier. Il y a ce tronçon-là. Après, il y a... deuxième tronçon qui est plutôt un bord de près pour rentrer dans le golfe de Gascogne, et puis après un troisième tronçon qui pour l'instant est une grande incertitude. Pour l'anecdote, on a fait des routages hier, on arrivait avec 1 heure d'écart parce que c'est la pétole plate nord-est anticyclonique, donc si vous allez au Sable d'Olonne, couvrez-vous parce qu'il va faire froid la semaine prochaine. Donc voilà, c'est encore très ouvert, et puis honnêtement avec un niveau d'incertitude assez fort à 8 jours quoi. Bon, le fameux classement vient de tomber, on va se remettre sur la cartographie. Et donc voilà Charlie qui a repris un petit peu de marge sur Johan, puisque Johan a maintenant un écart de 98,7 000 de retard sur Charlie. Donc c'est un peu la preuve que l'élastique se retend. Sébastien, comment Johan il peut jouer aujourd'hui ? Quelles peuvent être les options pour lui ? Est-ce qu'il faut Je connecte Johan. Est-ce qu'il faut prendre des risques, ou est-ce qu'il faut au contraire rester le plus près possible de Charlie avant d'éventuellement tenter un coup de la dernière chance sur la fin ? Et est-ce que, au vu des conditions qui les attendent jusqu'à la fin, il y a un bateau ou un autre qui est plus favorisé selon toi ? Oui, clairement, au près, dans les conditions, la sortie poteau noir, le bateau de Charlie est plus optimisé. Et puis, il le connaît très bien pour bien le faire fonctionner dans ces conditions-là. Donc on peut imaginer un petit pourcentage de performance supplémentaire pour Massif dans ces conditions. Maintenant, oui, pour Johan, le jeu, c'est tant que les conditions sont très claires au niveau des routages et des conditions, on va aussi retourner dans l'Atlantique Nord, donc c'est un terrain de jeu mieux connu, mieux ciblé, de meilleures prévisions au niveau des modèles. Donc, il faut rester le plus près possible. Il faut que Johan reste le plus proche possible de Charlie. On sait que Charlie, il a quand même une tendance à être un petit peu fébrile sous pression. Donc, il faut qu'il reste le plus proche possible et qu'il montre que voilà, il est toujours là. Et s'il y a une opportunité, peut-être tenter quelque chose en 2 temps, quoi. Voir comment réagit Charlie une première fois, et c'est possible que Charlie surréagisse en fait et puis se retrouve hors phase, quoi. Mais pour l'instant, c'est plutôt rester
juste derrière et à portée de tir, quoi, je dirais. Bon. Romain, donc on parle d'une ETA en milieu de semaine prochaine, 14-15 janvier à peu près. J'imagine que du côté de Paprec Arkea, on est dans les préparatifs de cette arrivée. Raconte-nous un peu de l'intérieur, comment une équipe se prépare à accueillir son skipper. J'imagine qu'il y a pas mal de choses, il y a les partenaires à gérer, il y a beaucoup de choses à prévoir d'ici la semaine prochaine. Oui, bah écoute, c'est ce qu'on appelle des bons problèmes. C'est plutôt sympa comme perspective. C'est assez formidable de se retrouver là, hein. Il y a 3 ans, le premier pli de carbone n'était même pas posé dans le moule et on était 5 dans l'équipe. Donc c'est vraiment formidable de se retrouver dans cette position et on peut que remercier Paprec et Arkea de leur confiance. On travaille avec eux aujourd'hui pour préparer l'arrivée. Après, ce dont il faut avoir conscience, c'est que finalement, une arrivée de Vendée Globe, on dépend d'une très grosse organisation, qui est l'organisation de la SEM Vendée. Il faut quand même leur reconnaître cette capacité à gérer des gros volumes de sollicitations médiatiques, de sollicitations tout court. Et finalement, je ne vais pas dire qu'on est un pion dans l'organisation, mais le chemin est très balisé sur l'arrivée du bateau, en tout cas les 24-48 premières heures. Donc voilà, il y a un échange avec la SEM Vendée, on essaye d'être force de proposition et de faciliter l'utilisation de ce moment incroyable pour nos sponsors. Après, ce qui est difficile, en fait, c'est qu'il y a un goulet d'étranglement qui est toujours le même, c'est le temps du skipper, et ça, c'est pas facile parce que il y a l'anticipation de l'arrivée, il y a un impact médiatique qui est pas négligeable, il y a quand même une vie de famille à côté, et puis les skippers restent aussi les leaders avec un certain charisme dans l'équipe. Donc en fait, il faut essayer de trouver du temps pour un débriefing, il faut essayer de trouver du temps pour les médias, il faut essayer de trouver du temps pour nos sponsors grâce à qui on est là, et puis évidemment pour la famille. Alors pour l'anecdote, pour l'instant, on a prévu le débriefing vendredi avant d'arriver. Comme ça sera fait. Justement, vous avez prévu d'arriver quand sur place ? Écoute, dimanche ou lundi, selon si c'est 15, 14, 16. Et est-ce que c'est des préoccupations dont vous parlez déjà avec Johan ou là, à ce stade de la course, vous le laissez encore concentré à 200% sur sa course ? Non, on échange beaucoup à ce sujet pour plusieurs raisons. Moi, j'ai toujours considéré que ces projets, c'est quand même des projets très engageants pour la personne qui part faire le tour, pardon. Et que du coup, c'était important de les associer. Alors, selon les skippers, il y a plus ou moins d'appétence. Et en l'occurrence, Johan a cette appétence pour le côté organisation, gestion de projet. Et je crois qu'en fait, ça lui fait du bien d'en parler pour sortir un peu la tête et après avoir une plus grande image, être un peu moins dans le détail sur sa navigation. Donc là, avant de venir, j'ai passé une demi-heure avec lui pour se projeter sur le planning, à quel moment la famille, à quel moment l'équipe technique, ainsi de suite. Donc je crois que ça lui fait du bien et ça lui change les idées. Charlotte, est-ce que tu sais comment ça se passe un petit peu du côté de Massif ? J'imagine que ça doit être les problématiques doivent être sensiblement les mêmes. Et est-ce que tu vas faire partie de ce dispositif d'arrivée ? J'imagine que tu vas aller accueillir Charlie avec toute l'équipe Massif. J'espère, ouais, carrément. Ça doit être quand même quelque chose d'assez incroyable de pouvoir vivre une arrivée comme ça en tant que spectateur. Déjà, je ne l'ai jamais fait, donc ça doit être assez chouette. Et je pense que ça se passe exactement pareil que chez Arkea du côté Massif. L'organisation se met en place. Je suis pas vraiment au cœur de tout ça, mais je commence à recevoir des petits messages. Tu fais quoi entre le 14 et le 16 Prends peut-être pas trop d'engagement. Donc voilà, non, je pense que je vais aller faire un petit tour du côté des Sables d'Olonne. Ouais. C'est vrai que je pense aux skippers à ce moment-là, ça doit quand même pas être une période facile à gérer parce que on te parle de l'arrivée et de la fin de la course, mais en même temps ta course n'est pas terminée. Ils sont quand même dans une phase où le parcours il est pas simple, la météo est pas simple non plus, et ils vont retrouver aussi peut-être plus de navigation autour d'eux, donc il faut être vigilant jusque l'arrivée au Sables d'Olonne, et c'est pas facile, je trouve, d'avoir tout ça à gérer en même temps sur une fin de course qui dure depuis presque 2 mois, quoi. Plus que 2 mois. Tu feras peut-être un jour le Vendée Globe, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas si tu aspires à ça. Quand tu viens à l'arrivée, quand tu viens au départ, tu prends des notes, tu viens chercher à apprendre des choses aussi, c'est pour personnellement. Ouais, carrément, déjà l'inspiration, les émotions. Moi, dès que je vois des images ou que je suis sur place sur les arrivées ou les départs, je pleure déjà. Parce que ça me donne super envie de le vivre et que j'imagine tout ce qu'on peut ressentir sur des moments comme ça.
qu'on vit, nous, à petite échelle déjà sur nos petites courses de Figaro, mais bon, c'est pas la même chose. Donc ouais, c'est sûr que c'est génial de le vivre et j'espère pouvoir le vivre un jour en tant que skipper. Toutes ces émotions, cette préparation, cette course, ouais, carrément, ça donne envie. Sébastien, toi, c'est la première fois que tu vis un Vendée Globe d'aussi près. Tu étais quand même dans l'équipe Merconcept la dernière fois quand Charlie naviguait sur Apivia, mais est-ce que tu l'avais vécu d'aussi près ? Non, pas d'aussi près et pas avec autant de responsabilités aussi. Donc, alors nous, on n'est pas dans la même approche vis-à-vis de Nico. On le laisse plutôt tranquille vis-à-vis de tout ça. Je pense que notre rôle en tant que team manager, c'est vraiment de construire le cadre dans lequel le skipper et l'équipe puissent s'exprimer au mieux. Ouais, il faut s'adapter à chaque personnalité. Et c'est vrai que Nico est un petit peu moins friand de ce genre d'informations. En tout cas, il n'en ressent pas le besoin. Ouais, non, j'avais pas vécu ça d'aussi près. Et puis avec toutes ces responsabilités différentes entre le côté technique et puis le côté sponsor aussi et communication, qui est finalement je dirais la partie la plus importante pour nous et pour nos projets, quoi. On va justement parler de Nico maintenant. Je viens de zoomer un petit peu la carto sur ce qui se passe en Atlantique Sud. Ils étaient très groupés au début de l'Atlantique Sud, ce groupe de 6-7 marins, là, entre justement Nico, Justine Métro, Thomas Ruyant, Sam Goodchild, Jérémy Bayou et Boris Herman. Et là, tout d'un coup, tout s'est éclaté dans tous les sens. Raconte-nous un peu ce qui se passe sur l'eau, Sébastien. Si on peut revenir un petit peu en arrière, ça peut nous aider. Je ne sais pas si tu as accès à la... on va revenir en arrière. Ça va être intéressant. Ils ont longé la zone des glaces. Voilà. Jusqu'ici, ils étaient à peu près groupés. Ouais. En fait, juste avant ça, donc il y a Paul Meillat qui a pris une option un petit peu plus ouest et qui a fait un gros gain, qui n'était pas statistiquement vraiment une route normale, je dirais. Mais tout le reste du paquet est resté sur une route un peu plus conventionnelle. Et, Paul a fait un bel écart. Je pensais à un moment donné qu'il allait pouvoir passer la transition plus facilement. Mais au final, si on avance un petit peu, tout le monde s'est regroupé. Il y a eu cette histoire de Thomas qui perd son J2. Faut se rappeler que là, nous, on est devant l'écran et puis on voit tout ça en se disant ouais, bon, il y a un peu plus de vent là. Et là, on lance des routages en se disant bon, bah, oui, c'est pas si difficile que ça. Mais en fait, la réalité, c'est que sur l'eau, c'est vraiment une partie du globe en dessous de Capo Frio. En fait, c'est là, c'est le démarrage un peu de toutes les dépressions qui vont alimenter le cercle de dépression qui va faire le tour du monde autour de l'Antarctique. Et donc, on a à la fois des eaux très froides pas loin de la côte et puis un continent, l'Amérique du Sud, qui peut être très chaud. Donc, on a beaucoup d'énergie. Et le pauvre Thomas, on a payé les frais. On a fait les frais. Holcim, on avait fait les frais sur l'étape de l'Ocean Race, de la même façon. Donc, avec l'arrivée à Itajaï. Et donc, regroupement général. Et là, voilà, donc ça split. Ouais. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Quels sont les... Si on dézoome un petit peu, en fait, on a le groupe de Charal qui reste dans le système un peu dépressionnaire de l'Atlantique Sud. Et puis Paul Meillat qui s'est résigné au final à suivre Nico pour aller jouer le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Pour les deux paquets, il y a une zone de transition à passer. Nico et Paul... ont mangé leur pain noir, j'espère. Et puis le groupe de Charal va buter, normalement. Donc on verra sur les routages qu'on a fait encore cet après-midi. Et au final, le gain ou la perte n'est pas énorme, mais encore une fois, c'est très dur de faire des prévisions. Le Capo Frio, en fait, c'est la petite pointe qui est... Ici, voilà, ouais. C'est vraiment la limite. Ouais, c'est vraiment la limite statistique en fait entre les différents systèmes. Et voilà, donc j'ai eu la même question du sponsor ce matin. Qu'est-ce que fait Nico, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire Statistiquement, en fait, on peut croire que Nico et Paul prennent beaucoup de risques, mais en fait,
statistiquement, ça passe par là. Après, la réalité de la course et de ces Vendée Globe sera peut-être différente. Mais... Oui, on a bien vu d'ailleurs avec la route de Sébastien Simon qui était passé un peu près des côtes brésiliennes, à un moment il a fallu virer de bord et faire des contre-bords pour se recaler. Comment est le moral à bord Tu disais que vous l'embêtiez pas trop, Nicolas, mais j'imagine que vous l'avez quand même régulièrement en visio ou sur WhatsApp ou j'en sais rien. Et comment est le moral à bord ? Ça va. Je pense qu'il a un petit coup de mou après le Cap Horn. Je pense que c'est assez commun pour les... Même si on prépare notre skipper, bien sûr, mais c'est assez commun d'une première expérience, en fait. Peut-être Charlotte, t'en rappelleras. Parce qu'en fait, on passe d'un faux rythme en fait, dans le Pacifique, même si on est au contact d'un groupe, tout ça. Voilà, et puis le Cap Horn, c'est un peu la délivrance, tous les médias jouent le jeu, voilà, c'est fini et tout ça. Mais en fait, la vraie délivrance, c'est vraiment cette transition au Capo Frio, en fait. Parce qu'après le Cap Horn, on a la partie probablement la plus difficile du Vendée, auprès, dans une mer qui est... donc il y a une mer résiduelle qui est de nord-est tout le temps. Donc tous les bords bâbord à mur, on les fait face à la vague. On est facilement 10 ou 15% plus lent que la polaire à cause de cette mer qui est toute dégueulasse. Donc c'est dur, il faut faire beaucoup de manœuvres. C'est dur, donc il a un petit moment, je pense, un peu difficile, même s'il n'a pas exprimé. Nico, c'est quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments. Mais on est au soutien, il y a souvent aussi des petites pièces d'usure qui cassent à ce moment-là. Il y a des... généralement, on casse tout ce qui a cassé sur la première DEP dans l'océan Indien. Puis après, c'est des pièces d'usure qui cassent et qu'il faut remplacer, soit par anticipation, soit parce qu'elles cassent, quoi. Justement, Nico a eu un problème d'aérien ce week-end. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, alors c'est lui qui a choisi de communiquer là-dessus. D'habitude, on ne communique pas trop là-dessus, mais il a choisi de communiquer. C'est bien, un peu de transparence, c'est bien. Ouais. Bon, on n'a pas communiqué sur tout. Hein. En général, on a la liste des avaries sur la conférence de presse d'arrivée. Ouais. Non, il faut se dire que les bateaux, ils ne sont pas en bon état. Hein. Il ne faut pas espérer les voir avec tous leurs chandeliers ou toutes leurs voiles propres ou tous leurs câbles ou tous leurs boots. Je me rappellerai toujours de l'arrivée de Charlie il y a 4 ans. Hein, c'était un peu le radeau de la Méduse et pourtant il a failli gagner. Donc ça fait partie du Vendée et c'est là où l'équipe technique elle a joué un rôle énorme, hein, 24 heures sur 24 pour être au soutien du skipper et faire en sorte que les petits problèmes ne soient pas rédhibitoires et soient correctement traités. Mais oui, alors la casse de l'aérien, bon, en fait, c'est pas la casse de l'aérien, en fait, c'est carrément tout le bloc carbone qui est en tête de mât, qui soutient les deux aériens, donc l'aérien de Sper et puis l'aérien principal, plus le Oscar, plus l'antenne VHF. Tout ça, c'est décollé de la tête de mât, donc c'est assez incroyable, mais ça témoigne aussi de ces longs bords bâbord à mur en sortant du Cap Horn face à la vague où voilà, les systèmes prennent des chocs énormes. Hein. Mais alors, il a réussi à... Il faut vraiment avoir conscience qu'il y a des fois, ça se joue sur un coup de bol. Ce qui est arrivé à Nico, là, nous, il nous arrivait la même chose sur l'avant-dernière navigation avant de partir au Sable d'Olonne. Donc, ça a été projet commando le dernier week-end, sortir le bateau de l'eau, le démater, recoller, et c'est exactement la même chose, c'est une espèce de chapeau en carbone qui est collé en haut de la tête de mât avec toutes les antennes. On pense qu'il y a une antenne qui est tombée, qui a fait strike, et puis qui a décollé l'ensemble. Et là, tu te dis, à 200 000 près, c'était dans le golfe de Gascogne, et ton Vendée Globe, tu le fais avec un vrai handicap, quoi. Donc, franchement, il y a des fois, faut rester humble, et il y a un côté cruel dans ce Vendée Globe, c'est que des fois, ça tombe du bon côté, et puis des fois, là, ça tombe du mauvais côté, quoi. Et alors, il a réussi à résoudre. Il va falloir qu'il monte dans le mât. Comment ça se passe pour l'instant pour l'instant, il n'a pas eu l'opportunité. Donc, tout est en place pour réparer. Il faut quand même monter dans le mât et ce sera une réparation très difficile. En attendant, on a quand même des solutions. Hein. On ne part pas sur le Vendée avec un seul one-shot, on va dire. Donc, il y a des aériens de Sper qui sont installés à l'arrière du bateau et qui lui permettent d'utiliser le pilote en mode vent. Alors, ce n'est pas aussi performant. Même si à l'échelle d'un Vendée Globe et dans l'état dans lequel sont les bateaux, ça reste tout est relatif.
On voit très bien, alors à part les 2 premiers qui poussent fort, on voit très bien que plus personne ne navigue à 100% des polaires. Les bateaux sont tous affectés, que ce soit à cause des voiles ou même du rythme que s'impose le skipper. Donc voilà, à l'échelle d'un Vendée, je trouve que pour l'instant, c'est pas un gros problème pour nous. Et alors, est-ce qu'il y a déjà des ETA pour Nico? Est-ce que vous avez un peu une idée de quel moment il va arriver? Qui veut parier dans la salle? Qui veut lancer les paris? Non, c'est compliqué, ne serait-ce que pour le passage de l'équateur. On a déjà des différences énormes. Enfin, énormes, on a un jour de différence, presque 20 heures. Donc voilà, bon, moi je mise sur le 23, mais je suis pas prêt à parier beaucoup d'argent là-dessus. Bon, une grosse semaine après les 2 premiers. Ouais. Il y aura pour une fois un énorme écart entre les deux premiers et puis le reste de la flotte. C'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire devant, quoi. Charlotte, quand tu vois ces marins qui réparent en mer, il y a toujours beaucoup de boulot sur un Vendée Globe. Hein. Il faut pas seulement être un bon marin, il faut être aussi, en tout cas, avoir répété tous les process pour réparer et pour résoudre toutes ces avaries. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît lointain, toi, ou est-ce que ce côté un peu plus technicien, il va falloir que tu l'apprennes? Comment tu appréhendes un peu la chose? Ah bah oui, c'est sûr qu'il va falloir l'apprendre sur des gros bateaux comme ça où il faut tout connaître et il faut au moins avoir des notions un peu de tout ce qui peut arriver comme avarie. Donc c'est sûr qu'il faut y passer un peu de temps, je pense, avec l'équipe technique, sur le bateau. Faut tester, faut aller voir, comme dans notre Figaro, mais c'est tout petit, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de trucs à bricoler, mais bon, il y a déjà un peu de quoi faire, et sur ces bateaux-là, c'est peut-être fois 50, quoi. Donc ouais, c'est sûr, c'est assez impressionnant de voir, on n'a pas beaucoup d'informations sur les avaries, on les a à l'arrivée, comme tu disais tout à l'heure, et c'est toujours impressionnant de voir à quoi ils ont pu être confrontés pendant leur course, et sans communiquer dessus, quoi, sans laisser paraître. Et Romain, est-ce que la liste va être longue chez Johan? Alors, vous allez croire que je fais de la langue de bois. La liste, elle est vraiment... je pense si on te fait visiter le bateau à l'arrivée pour te montrer les problèmes, ça va prendre 5 minutes. Il y a juste 2 trucs qu'on n'arrive pas à solutionner. C'est que Johan a paumé la cuillère bleue et le laserman. Et ça fait 1 mois que ça dure. Il n'a pas retrouvé ça et il est emmerdé avec ça. Le laserman, ça peut servir quand même. Ça peut servir. Non, franchement... globalement, c'est un peu ce que disait Seb, c'est que je suis assez marqué. On peut regarder les abandons, mais on peut aussi regarder les problèmes techniques qu'il y a eu sur les bateaux. Objectivement, c'est pas évident d'avoir une vision totale, mais j'ai l'impression qu'il y en a peu. J'ai l'impression que les marins atteignent un niveau incroyable sur les manutentions, les manœuvres, l'utilisation de leurs machines. À la fois quand ils font un virement de bord, à la fois quand il y a la petite intervention qui permet que ça ne se dégrade pas. Les équipes ont fait aussi un niveau, je crois, de travail qui est juste remarquable. Et puis, pour terminer, peut-être qu'aussi le système de qualification de l'IMOCA qui a fait beaucoup naviguer, et ça c'est vertueux avec le travail des équipes et puis la capacité à manœuvrer leur bateau des marins. Et tout ça, moi je trouve c'est assez marquant. J'ai pas entendu parler d'empannages qui sont partis en cacahuète avec toutes les lattes cassées, des choses sur lesquelles c'était assez fréquent, j'ai l'impression, sur les précédents Vendée Globe. Donc globalement, nous, on n'a pas de problème, c'est vraiment sincère. Et puis d'autre part, globalement, j'ai quand même l'impression que les bateaux sont dans un super état. Hein, et le taux d'abandon est quand même une bonne marque un bon marqueur. On le rappelle, seulement 5 abandons sur 40 bateaux, c'est du jamais vu sur le Vendée Globe. Et aujourd'hui, ils sont quand même un bon paquet à avoir passé le Cap Horn. On va voir d'ailleurs les derniers à être passés ce matin. Il y avait Giancarlo Pedotti et Isabelle Yoshke qui sont passés ce matin. On va peut-être te demander s'il y a des questions du public maintenant. Je ne sais pas, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions à Charlotte, Sébastien ou Romain. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une ici au premier rang. Bonjour, j'avais une question pour Sébastien. Je voulais savoir comment il a analysé le fait que pendant quasiment 50 jours, Nicolas a navigué à côté de Jérémy. Ouais. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, ils ne se sont pas lâchés pendant quasiment tout le Vendée Globe. Qui navigue à côté de l'autre, ouais. C'est une bonne question. Je vais m'avancer un petit peu, mais il faudra la reposer à Nico. Je pense que c'est la même école. En fait, ils utilisent, c'est l'école pour la forêt.
Ils utilisent les mêmes outils, ils ont été briefés par les mêmes météorologues, hein, ils sont suivis par des météorologues en amont de la course. Et c'est là où on voit des différences. Par exemple, si on regarde la descente de l'Atlantique Nord au départ, il y a une phase qui est très intéressante quand il y a eu cette transition avant le poteau noir. On voit le groupe des formés à Port-Laf qui font de l'ouest à fond. Et puis on voit Sam Goodchild et puis Thomas Ruyant qui font un pif-paf au milieu de tout ça et qui se retrouvent 1 et 2 24 heures après. Et c'est là où il peut y avoir des phénomènes de groupe liés à leur formation, aux outils qu'ils utilisent et puis aux personnes ressources qui interviennent dans les équipes. Et c'est là où on voit que des skippers qui ont une approche un peu différente ou des étrangers qui ont des personnes ressources un peu différentes aussi, qui viennent d'une culture différente, des fois sur certaines séquences ça apporte des choses. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans la course au large française, hein, intégrer un peu mieux ce qui se fait ailleurs en général pour dépasser un peu ce plafond de verre qui nous pend au nez. Mais voilà, ma réponse c'est ça, c'est la même école, les mêmes outils, quoi. Bon, Charlotte, c'est ton école, hein. Ouais, c'est mon école depuis 2 ans. C'est vrai que on s'entraîne à fond en groupe au pôle de Port-la-Forêt et on prend certainement des habitudes à naviguer tous ensemble, à se regarder faire, analyser les tactiques des uns des autres. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu le piège sur les courses de s'enfermer un peu trop là-dedans et oublier de regarder ce qui se passe autour. Après, à l'échelle d'un Vendée Globe, j'imagine que c'est un peu différent, mais on doit retrouver des traces de ça, sûrement, oui. Il y a une autre question ici. Oui, moi j'ai une question pour Charlotte. S'il y a la volonté d'aller vers un Vendée Globe un jour, est-ce que c'est à tout prix un Vendée Globe ou c'est un Vendée Globe en mode plutôt perf et jouer le devant de la scène? Bonne question. Je commence à m'habituer un peu à la perf, alors ça va être difficile de dire autre chose, mais moi ce que j'aime bien dans mon parcours, c'est le cheminement aussi et la manière d'arriver à l'objectif, qui soit un objectif proche et facile à atteindre ou un objectif lointain comme parfait sur un Vendée Globe un jour peut-être. Donc pour l'instant, moi j'essaye d'imaginer un peu les chemins pour arriver jusque là-bas et en fait il y a plein de choses super intéressantes à faire pour moi en tout cas avant de prétendre performer sur un Vendée Globe. Donc pour l'instant j'essaie de me concentrer plutôt là-dessus, découvrir l'IMOCA, faire des navigations en équipage sur des longs parcours, sur des courses sur des transatlantiques, en double, en solitaire. Et puis, il y a un tour du monde en équipage par étape avant de faire un Vendée Globe. Donc, il y a plein d'étapes comme ça que j'ai envie de vivre et qui me prépareraient à une performance sur un Vendée Globe plus tard. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, alors j'en ai peut-être une petite dernière pour Romain et Sébastien. Romain et Sébastien, vous vivez intensément ce Vendée Globe auprès de Johan et de Nico Lundven. Est-ce que en même temps, vous êtes dans l'après ? Est-ce qu'on est déjà à se projeter sur 2025, 2026, voire le Vendée Globe 2028 ? Allez Romain, on va commencer avec toi. La question piège. Non, c'est une bonne question et c'est vrai que des fois, c'est pas évident. On a un rapport à la temporalité, on est quand même des petites équipes, hein, on est beaucoup à l'échelle de ces projets-là et c'est formidable, mais ça reste 15 personnes et donc on n'est pas tout en haut dans une hiérarchie très établie et il y a un rapport à la temporalité où on est à la fois très dans l'opérationnel. Voilà, cet après-midi on est en train de regarder le prix des semi-rigides pour l'arrivée, le prix des chambres d'hôtel, des trucs pratico-pratiques et puis en même temps et moi, je suis toujours à travailler sur le moyen et sur le long terme, donc effectivement à travailler sur les projets suivants. Et je t'avoue que la période des vacances de Noël, même si le Vendée Globe il s'arrête pas, ça c'était bien parce qu'il n'y avait pas d'email sur ce sujet-là, donc ça c'était parfait. Donc oui, on y travaille parce que ça serait même une faute professionnelle de ne pas le faire. Et puis on a quand même un enjeu qui est fort dans le circuit IMOCA, c'est que les projets doivent être très anticipés. Parce que ça reste quand même des montants pas anodins et il vaut mieux bien les structurer, bien les organiser. Les constructions de bateaux, ça prend du temps. Vendre des bateaux à certains moments, c'est important. Donc voilà, tout ça, ça s'anticipe. Et puis c'est normal parce que on a la chance d'avoir des sponsors qui s'engagent dans un sport mécanique, dans un sport aléatoire. Encore une fois, ça se joue à pas grand-chose. Et donc c'est normal qu'on structure les projets, qu'on les anticipe et qu'on permette de faire des décisions à des moments donnés, à des étapes pour bien lancer les projets.
Sébastien, j'imagine que la réponse va être assez proche. Oui, ben, c'est sûr que la temporalité, c'est une des particularités de notre rôle, dans la même journée, de pouvoir répondre à une urgence pour le lendemain et puis en même temps d'avoir des questions, des considérations pour 2028. Mais c'est ce qui fait la richesse. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Nous, on a une autre particularité chez Holcim PRB. Donc, en gros, pour vous la faire courte, Holcim a racheté PRB. PRB est une boîte familiale. Holcim, 50 000 collaborateurs dans le monde. Donc, on a une transition, un changement de culture à opérer dans l'équipe pour matcher le nouveau sponsor, Holcim. On aura un changement de skipper aussi pour l'année prochaine, enfin pour cette année, avec Rosalind Kuiper qui sera skipper sur l'Ocean Race Europe. Une volonté de rendre l'équipe plus internationale, plus diverse, plus moderne, entre guillemets. Donc je vais te dire que je passe 80% de mon temps là-dessus, en même temps que l'organisation du refit post-Vendée Globe. Et puis 20% sur le Vendée Globe actuel et puis l'arrivée. J'ai la chance d'avoir une super équipe technique. On est 4 en fait. Ils sont 4 techniciens 24/24 à supporter Nico en électronique, en structure, en système. Et puis voilà, ça me permet de vraiment consacrer du temps aux sponsors, définir la vision aussi. On sait que la période novembre, décembre, janvier jusqu'à mars, avril peut-être, c'est la période très ouverte. Il y a un mercato, il y a des nouvelles constructions qui s'engagent. Est-ce qu'on boucle les slots de construction? Non, des bateaux qui se vendent, des bateaux qui vont s'acheter en fin d'année. En tout cas, nous, on va probablement mettre notre bateau en vente en fin d'année. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut gérer en ce moment. C'est très riche. Et en même temps, le suivi du Vendée Globe, c'est très prenant. Donc, il faut aussi se préserver. Sinon, on amène trop le boulot à la maison et on se fait engueuler. Mais voilà, c'est super. Non, c'est un super job. On s'éclate bien. Eh bien, tant mieux. Un grand merci à tous les trois et un merci en particulier à nos partenaires Arken et le Défi Azimut de nous accompagner sur Pose Report Live. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci à toutes les équipes de la Cité de la Voile, Eric Tabarly en particulier, à Xavier qui est en face de moi. Et merci à Hermine pour manette pour Tip & Shaft. On se retrouve lundi prochain avec Pierre-Yves Lautroux, de retour avec sa voix à 18h30 et dès le mardi pour la diffusion de ce podcast. Merci à tous et bonne soirée et bon vent à tous les marins du Vendée Globe. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pose Report Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de lundi prochain, l'accès est gratuit, mais pensez à réserver votre place sur deepandshaft.com.